Il s'appelait Albert Speer, l'architecte, ministre et confident d'Adolf Hitler, et selon ses propres dires ultérieurs, sa conscience. Un homme discret, vêtu d'un costume soigné, à la voix douce, sans cri, sans violence, sans démonstration grossière de pouvoir. Pourtant, cet homme se trouvait au centre de l'un des régimes les plus maléfiques de l'histoire de l'humanité. Aux yeux du monde, il semblait différent des autres dirigeants nazis. Ce n'était pas un soldat ni un fanatique hurlant. Au contraire, il était raffiné, intelligent et même peut-être charmant. Cependant, ce charme et ce calme le rendaient d'autant plus dangereux. Albert Speer a construit la scène physique sur laquelle la folie d'Hitler s'est déroulée. Il a conçu les villes, les stades et les monuments et a maintenu la machine de guerre allemande en fonctionnement bien après que la défaite soit devenue inévitable. Il a utilisé le travail forcé, ignoré la souffrance et au final a réussi à sortir libre après la guerre. Il a dit au monde qu'il était désolé. Il a affirmé qu'il ne connaissait pas toute l'ampleur des horreurs qui avaient été commises. Il a dit qu'il n'était qu'un homme faisant son travail et pendant des années, beaucoup l'ont cru. Pendant des années, il était connu comme le bon nazi. Cependant, l'histoire et les preuves dont nous disposons raconteront une toute autre histoire. Bienvenue sur Guerre du Monde. Albert Speer est né le 19 mars 1905 à Mannheim, dans le sud-ouest de l'Allemagne. Il était l'enfant du milieu parmi 3 fils. Il a grandi dans une famille aisée. Son père et son grand-père étaient des architectes respectés et sa mère, Louisa, venait d'un milieu privilégié et attendait de ses enfants qu'ils se comportent avec décorum et précision. La vie dans la maison Speer était calme, ordonnée et formelle. Les émotions étaient découragées et les réussites étaient attendues. Albert fera plus tard remarquer qu'il ne se souvenait pas avoir jamais été pris dans les bras par ses parents. Et il a grandi entouré d'instruments de dessin, de plans et de maquettes de bâtiments. Pour lui, l'architecture n'était pas seulement une profession, elle faisait partie intégrante de son identité. Dans les années 1920, l'Allemagne était marquée aussi bien physiquement qu'émotionnellement par les conséquences de la Première Guerre mondiale. Le traité de Versailles avait humilié la nation, la privant de terre, d'argent et de fierté. L'inflation avait atteint un tel niveau que les salaires qui permettaient d'acheter une miche de pain le matin ne le pouvaient plus l'après-midi. Mais malgré ce chaos, Albert Speer semblait en grande partie épargné. Il menait une vie confortable, faisait du ski dans les Alpes, Gers et étudiait les maths et le design. Pendant ses études dans les universités de Munich puis de Berlin, il devint l'élève de Heinrich Tessenow, l'un des plus grands architectes d'Allemagne, connu pour ses conceptions simples et élégantes. Tessenow n'était pas seulement un professeur, il était aussi un mentor, croyant que l'architecture devait être honnête, caractérisée par des lignes claires, sans gaspillage et sans arrogance. Albert l'admirait profondément et partagea un temps sa vision de la beauté comme quelque chose de pur et d'intemporel. À ce moment de sa vie, Albert était apolitique. Ses entrées de journal reflétaient uniquement ses cours, des dessins techniques et une légère anxiété concernant l'avancement de sa carrière. Cependant, l'Allemagne subissait d'importants changements. Et à la fin des années 1920, le chômage augmentait et les manifestations remplissaient les rues. Le gouvernement semblait faible et de nouvelles affiches étaient apparues sur les murs, arborant un étrange symbole rouge et noir promettant que l'Allemagne se relèverait. Le parti nazi était encore petit en 1930, perçu par beaucoup comme une simple bande d'hommes bruyants et en colère, et Albert Speer n'était pas attiré par ce monde au départ.
Il trouvait la politique désordonnée et vulgaire. Mais tout a changé un soir de décembre 1930 lorsqu'un collègue de l'université l'a invité à une réunion du Parti national-socialiste des travailleurs allemands. Il s'agissait des nazis et de leur invité Adolf Hitler. La réunion a eu lieu dans une brasserie bondée de Berlin où Adolf Hitler a parlé pendant 2 heures sans notes ni hésitation. Il a abordé les thèmes de la trahison, de l'humiliation du traité de Versailles, de la fierté perdue de l'Allemagne et de la nécessité d'unité et de renouveau. Albert Speer a été ému par ce discours et a écrit plus tard, je cite, « Ce fut le premier discours politique qui m'est vraiment touché. Je me suis senti à ma place. » Il est rentré chez lui ce soir-là, complètement abasourdi, et à ce moment-là, sa vie a pris une nouvelle direction pour toujours. Il a rejoint le parti nazi en 1931, le considérant à l'époque comme inoffensif et même à la mode parmi certains étudiants. Il ne pensait pas à la haine ou à la guerre, il pensait plutôt à l'ordre, au but et à l'appartenance. Ainsi commença un chapitre déterminant dans la vie d'Albert Speer, un chapitre qui allait à jamais bouleverser sa carrière et sa conscience. Nous étions maintenant en 1931. L'Allemagne était en ruine, une nation divisée entre la gauche et la droite politique, plongée dans la faim et la peur. Le parti nazi d'Adolf Hitler était en pleine ascension, exploitant la colère généralisée présente dans chaque brasserie et à chaque coin de rue. Pour la plupart des gens, Adolf Hitler était une curiosité, un outsider qui défiait bruyamment l'establishment. Mais pour Albert Speer, cependant, il était quelque chose de totalement différent. Albert Speer avait rejoint le parti nazi cette année-là, presque sur un coup de tête pour aider un ami. Il a payé sa petite cotisation et assisté à quelques réunions locales. Mais ce n'est qu'au début de 1932 que le destin et sa propre ambition l'ont amené à rencontrer Adolf Hitler en personne. Ce printemps-là, l'un des anciens professeurs de Speer lui a demandé de l'aider à rénover le siège berlinois du parti nazi. La tâche était simple, redécorer quelques pièces, améliorer l'éclairage et réorganiser le mobilier. L'homme qui supervisait le projet était Karl Anker, un organisateur du parti qui reconnut le professionnalisme de Speer. Le travail s'est déroulé sans accroc et en quelques mois, Anker a de nouveau fait appel à Speer, cette fois pour solliciter son aide sur un projet plus important. La conception d'une scène pour un grand rassemblement à Berlin où Hitler lui-même devait prendre la parole. Speer releva le défi sans se douter que ce travail allait changer le cours de sa vie à jamais. Lorsque Hitler entra dans la salle ce soir-là et observa les lignes épurées, la symétrie et les bannières soigneusement placées, il se tourna vers Henker et demanda « Qui a conçu cela ?» Henker l'informa que c'était Albert Speer. Le lendemain, Speer reçut une invitation à rencontrer le futur Führer. Il décrira plus tard cette expérience comme surréaliste. Il entra dans un bureau sobre et Hitler se leva de sa chaise pour l'accueillir, lui adressant un sourire chaleureux et lui serrant la main. Il n'y avait aucune trace de la colère ou des cris que Speer avait vus en public. Au contraire, le Führer était calme, curieux et presque timide. Ils ont parlé d'architecture, discutant de la romantique, de la beauté du style néoclassique et de l'importance des monuments. Hitler, qui avait autrefois aspiré à devenir artiste, s'est animé lorsqu'il a trouvé quelqu'un qui comprenait sa vision. Il m'a parlé comme un artiste à un autre. Speer réfléchira plus tard qu'il était plein d'idées, plein de visions. Cette rencontre a créé une connexion instantanée. Et à partir de ce moment-là, Hitler appellera Speer « mon architecte », ce qui, bien sûr, se traduit par « mon archiquaire à mon architecte », désireux de maintenir ce lien spécial. Speer était prêt à tout pour s'assurer que Hitler soit satisfait.
En 1933, après que Hitler soit devenu chancelier de l'Allemagne, il avait prévu d'organiser un immense rassemblement à Berlin pour montrer la force et l'unité du nouveau régime. Il confia à Albert Speer la tâche de concevoir l'événement. Bien qu'il disposât de ressources limitées et d'un délai serré, Speer compensa en faisant preuve d'imagination. Au vieux Sportpalast de Berlin, il disposa 130 projecteurs anti-aériens tout autour de l'arène, pointés droit vers le ciel nocturne. Lorsqu'ils étaient activés, ils formaient en d'immenses colonnes de lumière blanche, créant une cage lumineuse qui s'étendait des nuages jusqu'au sol. Cela ressemblait à une cathédrale faite non pas de pierre, mais de lumière elle-même. Les gens étaient là des stupéfaits et ce spectacle saisissant est devenu l'une des images les plus emblématiques de la propagande nazie, représentant la puissance, l'unité et l'éternité. Speer se souviendra plus tard, je cite, « C'était comme si nous nous tenions à l'intérieur d'une voûte céleste et que le Führer en était le centre. » Adolf Hitler en fut captivé et ce seul instant propulsa Speer au rang de vedette au sein du régime. Suite à ce succès, les invitations commencèrent à affluer pour que Speer conçoive d'autres rassemblements, des sièges du parti et des terrains de parade. Il rencontrait régulièrement Adolf Hitler à la chancellerie ou dans la résidence privée du Führer en Bavière. Leurs conversations allèrent de la politique à l'art, de l'architecture au destin. Adolf Hitler admirait le calme et l'efficacité d'Albert Speer, tandis que Speer admirait la conviction de Hitler. Pendant les dîners, Adolf Hitler dessinait sa vision d'une nouvelle Allemagne grandiose, remplie de dômes imposants, de vastes places et de larges boulevards qui rendraient de l'ancien monde insignifiant. En comparaison, Albert Speer emportait ses croquis chez lui, les affinait, puis les rapportait avec des plans détaillés en transformant les fantasmes de Hitler en plans concrets. L'année suivante, les compétences de Speer furent mises à l'épreuve à une échelle que peu d'architectes rencontrent un jour. Le rassemblement annuel du parti nazi à Nuremberg devait être filmé par Leni Riefenstahl pour un grand film de propagande intitulé « Le triomphe de la volonté ». Speer a conçu l'ensemble du site avec d'imposantes tribunes en pierre, des rangées précises de drapeaux et le grand podium central où Hitler s'adresserait à des centaines de milliers de partisans. Il a planifié méticuleusement chaque détail, la façon dont la lumière illuminerait les drapeaux au coucher du soleil, l'emplacement des caméras et la marche synchronisée des soldats à travers le terrain. Ce projet entier ne concernait pas seulement l'architecture, il s'agissait de psychologie, et l'effet que Speer avait créé était hypnotique. Le public semblait infini et parfaitement organisé, uni par leur dévotion sans fin. Speer avait façonné le langage visuel de la dictature et à travers l'objectif de la caméra de Riefenstahl, ces images se sont répandues à travers le monde. En privé, Hitler disait à Speer qu'il était le seul à comprendre sa vision et le qualifiait de génie. Ainsi, Speer commença à se voir comme plus qu'un simple architecte. Il ne construisait pas simplement des bâtiments, mais des symboles, écrira-t-il plus tard. Citation : « Chaque bâtiment était destiné à montrer la grandeur de notre mouvement et l'éternité du Reich. » Cependant, derrière ce sentiment de détermination, quelque chose de plus sombre émergeait. La beauté et la perfection de l'architecture faisaient partie d'une illusion. Elle n'était pas conçue pour élever le peuple, mais pour le contrôler. En 1937, Albert Speer était devenu l'inspecteur général des constructions du Reich, l'un des postes les plus puissants de l'Allemagne nazie. Il rendait compte directement à Hitler et ensemble, ils commencèrent à planifier leur projet le plus ambitieux à ce jour, la renaissance de Berlin. Imaginée comme la capitale d'un nouvel empire appelé Germania, Hitler voulait que Berlin devienne le cœur de son empire. Une ville pouvant accueillir 10 millions de personnes remplies de palais de marbre, de monuments et d'avenues plus larges que tout ce qui existe sur Terre. En son centre se dresserait la Volkshalle ou salle du peuple surmontée d'un dôme si vaste qu'il ferait paraître la basilique Saint-Pierre de Rome minuscule en comparaison.
À l'intérieur, 180 000 personnes pourraient se rassembler pour écouter le Führer parler. La construction de la ville se ferait en plusieurs étapes secrètes, prévues pour être achevées après la victoire anticipée dans la guerre que Hitler préparait. En préparation, des milliers de maisons furent démolies, des familles furent déplacées de force et les Juifs furent expulsés de quartiers entiers pour faire place à cette nouvelle ville de la race supérieure. Et Speer était celui qui supervisait tout le processus, il ne posait pas de questions et ne protestait pas, il se contentait de construire et d'ingénier, admettra-t-il plus tard. Citation: « Je me suis enivré de l'ampleur du travail, mon sens des responsabilités a disparu. » À la fin des années 1930, Albert Speer n'était plus seulement un architecte. Il était devenu le concepteur des rêves de Hitler et le bâtisseur de son empire. Cependant, il ne fallut pas longtemps avant que son travail ne dépasse le marbre et la pierre et qu'il cesse de concevoir des bâtiments pour commencer à fabriquer des armes. Le rêve de Germania fut mis en suspens. Les armées de Hitler avaient envahi la Pologne et l'Europe était en guerre. Pour Albert Speer, ce changement fut soudain mais pas malvenu. Les grands bâtiments, le marbre, les terrains de parade, tout cela pouvait attendre pour l'instant. Hitler avait besoin de quelqu'un capable de construire pour la guerre et Speer était prêt. Le 8 février 1942, un avion transportant Fritz Tutt, le ministre de l'armement et des munitions de Hitler, a explosé au décollage du quartier général du Führer sur le front de l'Est. Il n'y eut aucun survivant. Tutt était devenu l'un des rares hommes assez courageux pour dire la vérité à Hitler, que l'Allemagne ne pouvait pas gagner une longue guerre contre la puissance combinée de la Grande-Bretagne, de l'Union soviétique et des États-Unis. Quelques heures avant sa mort, il informa ses assistants que continuer la guerre était inutile. On ne sait toujours pas si l'accident était vraiment un accident ou quelque chose de plus sinistre. Cependant, en moins de 24 heures, Hitler nomma personnellement Albert Speer comme son successeur, l'architecte de 36 ans prenant soudainement le contrôle de toute l'économie de guerre allemande. Et dès le moment où il prit ses fonctions, Speer se lança corps et âme dans la tâche. Les usines tournaient à moitié de leur capacité, les ressources étaient des rares et la bureaucratie avait étouffé la production, alors Speer entreprit de tout réorganiser. Il simplifia les conceptions, réduisit le gaspillage et centralisa le contrôle. Sous son ministère, il introduisit des horaires stricts, des tableaux d'efficacité et une nouvelle priorité donnée aux résultats plutôt qu'à la hiérarchie. Même lorsque les bombardiers alliés détruisaient les villes allemandes, la production augmentait. Plus d'avions, plus de chars, plus de munitions, et entre 1942 et 1944, la production d'armement allait tripler. Pour Hitler, c'était un miracle, et il appelait Speer son sauveur. Pour d'autres, il devint connu comme le nazi qui faisait avancer les choses. Mais derrière ces chiffres se cache une vérité brutale. Pour faire tourner ces usines, Speer avait besoin de travailleurs, des millions d'entre eux, et comme la plupart des hommes allemands combattaient au front, il n'en restait plus aucun à la maison pour travailler. La solution viendrait de Fritz Zockel, le responsable nazi du travail. Zockel promettrait à Speer un approvisionnement inépuisable de travailleurs venus des territoires occupés. Des hommes, des femmes et même des enfants qui étaient raflés et envoyés en Allemagne dans des wagons à bestiaux. Ils venaient de Pologne, de France, des Pays-Bas et de l'Union soviétique. Ils arrivaient enchaînés, terrifiés, épuisés et affamés. Et en 1944, plus de 12 millions de travailleurs étrangers travaillaient en Allemagne, dont beaucoup directement sous le programme d'armement de Speer. Ils vivaient dans des camps entourés de barbelés où ils étaient battus. S'ils ralentissaient, on leur refusait nourriture, repos et médicaments, et des milliers mouraient chaque mois. Speer insiste sur le fait qu'il a essayé d'améliorer leurs conditions, mais les documents et les témoignages des survivants racontent une toute autre histoire. En 1943, son ministère a commencé à construire des usines souterraines pour protéger la production des bombardements alliés. L'une des plus tristement célèbres
et Dora Mittelbau cachée sous les montagnes du Harz. Ici, des prisonniers du camp de concentration de Buchenwald ont été forcés de construire les nouvelles fusées V2, les soi-disant armes de vengeance de Hitler. Les tunnels étaient sombres, humides et mortels. Les ouvriers dormaient à même le sol, entourés de cadavres, et s'ils faiblissaient, ils étaient pendus devant les autres. Des dizaines de milliers moururent de faim, de maladie ou d'exécution. Speer rendrait visite à Dora à la fin de 1943. Il a traversé les tunnels, a vu les corps, la saleté et les hommes mourants. Et en réponse, il augmenterait les objectifs de production. Plus tard, lors des procès de Nuremberg, Speer affirmerait son ignorance, prétendant qu'il ne savait rien de l'Holocauste ou des meurtres de masse qui se produisaient dans les camps. Cependant, les preuves suggèrent le contraire. Il a participé à des réunions où l'emploi de la main-d'œuvre des camps de concentration était ouvertement débattu. Il a reçu des rapports indiquant, je cite, « des pénuries de matériel humain », une expression signifiant que les gens mouraient plus vite qu'ils ne pouvaient être remplacés. Et il a personnellement autorisé des contrats avec la SS pour fournir des travailleurs esclaves à ses usines. Il ne fait aucun doute qu'il savait exactement ce qui se passait. Dans ses propres mots, écrits des années plus tard, Speer a admis, je cite, « Je vois maintenant que j'aurais dû savoir. Mon erreur n'a pas été de demander ce qui se passait, mais cela est trompeur. Il n'a pas omis de demander. Il a choisi de ne pas s'en soucier. » En 1944, le cours de la guerre avait changé. Les Alliés avaient débarqué en France et l'armée rouge avançait depuis l'Est. Les villes allemandes brûlaient. Pourtant, Hitler croyait encore que la victoire était possible. Speer, quant à lui, travaillait sans relâche pour maintenir les usines en fonctionnement. Il a créé de nouveaux réseaux de production en profondeur sous terre, ordonné la reconstruction des usines, bombardé et réorganisé le transport ainsi que l'approvisionnement en carburant. Même lorsque la logique laissait penser que la guerre était terminée, Speer a continué à se battre, non pas avec des armes, mais avec des dossiers et des échéances. Lors des réunions, il disait à ses collègues que son devoir était, je cite, « de maintenir la machine en vie aussi longtemps que possible », et c'est ce qu'il a fait. La guerre s'est prolongée mois après mois, en grande partie parce qu'Albert Speer s'est assuré que cela soit possible. Au début de 1945, l'Allemagne s'effondrait, les bombes tombaient quotidiennement, les chemins de fer étaient paralysés et des millions de personnes se retrouvaient sans abri. Hitler s'est réfugié dans un monde imaginaire, convaincu que ces nouvelles armes miracles sauveraient le Reich, mais Speer savait que tout était terminé. En mars, Hitler a publié ce qui est devenu connu sous le nom de décret Néron, qui ordonnait la destruction de tout ce qui pouvait être utile à l'ennemi, ponts, usines, fermes et centrales électriques. Si l'Allemagne ne pouvait pas gagner, alors elle ne devait pas survivre. Pour la première fois, Speer a hésité. Il a visité ville après ville, donnant discrètement l'ordre aux responsables d'ignorer le décret. Il a rencontré des généraux, plaidant pour la raison et envisageant même d'assassiner Hitler. Plus tard, il affirmera que cela a été son éveil moral, sa tentative de sauver ce qui restait de l'Allemagne, mais sa défiance était calculée. Silencieuse, et elle est venue trop tard. Des millions de personnes étaient déjà mortes. En avril 1945, l'empire de Hitler s'était réduit à quelques pâtés de maisons à Berlin. Dans le bunker du Führer, l'amitié autrefois étroite entre Hitler et Speer s'était finalement brisée. Speer a avoué qu'il avait désobéi aux ordres de destruction du Führer. Hitler écouta en silence et répondit simplement « Si c'est vrai, tu m'as trahi ». Ils ne se reverraient jamais. Le 8 mai, l'Allemagne s'est rendue, la guerre était terminée et Hitler était mort. Le Reich qu'il avait construit était réduit en ruines. Albert Speer, l'homme qui avait autrefois promis de bâtir un monde qui durerait 1000 ans, est sorti des cendres et s'est rendu aux Alliés. Bien qu'il n'ait pas à faire face à un peloton d'exécution, il allait plutôt faire face à un tribunal. «
Avec l'Allemagne en ruine, des villes rasées, des chemins de fer tordus et le Reich réduit en fumée et en décombres. Des décombres, les soldats alliés extraient des millions de documents, de plans, d'ordres et de listes. Les vestiges papiers d'une dictature, et parmi eux, la signature d'Albert Speer apparaissait à plusieurs reprises. Speer s'est rendu de son plein gré. À Hambourg, il s'est présenté aux autorités britanniques en costume simple. Aussi poli que toujours, il n'y avait ni pistolet, ni capsule de cyanure, ni résistance finale, juste une obéissance silencieuse. Comme s'il se présentait pour une nouvelle mission. Pour de nombreux officiers alliés, il ne correspondait pas à l'image d'un nazi. Il parlait un anglais parfait, serrait la main et remerciait ses gardes. Lorsqu'on l'interrogeait sur Hitler, il soupirait et répondait, je cite, « Une tragédie pour l'Allemagne ». La représentation avait commencé en novembre 1945. Le tribunal militaire international s'était ouvert à Nuremberg, la même ville où les projecteurs de Speer illuminaient autrefois le ciel. Des cathédrales dans le ciel. 22 dirigeants survivants du Troisième Reich allaient le prendre place sur le banc des accusés, Göring, Hess, Ribbentrop, Keitel et Speer. Les journalistes envahissent la galerie et les caméras tournent alors que le monde exige des réponses. Tandis que d'autres auraient pu vociférer ou nier, Speer allait se comporter différemment. Il s'est assis droit, a écouté attentivement et parlé avec calme. Il a admis sa responsabilité morale pour le régime, a exprimé ses sentiments de honte et a affirmé qu'il ne savait rien des camps d'extermination. Cela a choqué de nombreux spectateurs. C'était un nazi qui disait pardon, c'était tout simplement du jamais vu. Il poursuivit en disant, je cite, « J'étais dans une position de responsabilité à cause de cela. Je dois partager la culpabilité », il marque une pause avant d'ajouter presque doucement, « que je connaisse les crimes en détail ou non, je savais que quelque chose de terrible se passait. » Ces mots résonnent dans toute la salle d'audience. Les historiens diraient plus tard que c'était la défense la plus intelligente jamais présentée à Nuremberg. En admettant une certaine culpabilité, Speer se distance des pires crimes, se présentant non pas comme un monstre, mais comme un homme qui avait perdu sa voix. Et cela semblait fonctionner. Alors que Göring, Ribbentrop et d'autres sont condamnés à la pendaison, Speer reçoit une peine de 20 ans à la prison de Spandau. Les juges le décrivent comme, je cite, « un homme instruit qui aurait dû savoir mieux après avoir été condamné ». Il s'incline légèrement, remercie le tribunal et est emmené alors que le monde commence à le voir non pas comme le bâtisseur d'une dictature, mais comme son survivant repenti. La prison de Spandau a été démolie en 1987 après la mort de son dernier détenu, Rudolf Hess, le site ayant été rasé pour empêcher qu'il ne devienne un lieu de pèlerinage néo-nazi. C'était autrefois une lourde forteresse de pierre et de silence. Seuls 7 prisonniers y étaient détenus en même temps, parmi lesquels Speer. Sa routine quotidienne était stricte. Il balayait les sols, s'occupait d'un petit jardin et coupait du bois de chauffage. Il comptait les briques des murs qui l'entouraient et, pour faire de l'exercice, il marchait en cercle exactement 10 000 pas par jour, une habitude qui devint une obsession pendant la nuit. En utilisant de minuscules bouts de papier introduits en cachette par les gardiens, il écrivait tenant des journaux détaillés remplis de souvenirs, de pensées et de réflexions sur le passé. Il décrivait Hitler comme à la fois charismatique et destructeur, tout en se voyant lui-même comme naïf, ambitieux et aveugle. Citation « J'ai rejoint le parti pour son attrait pour l'ordre », écrit-il. « Je suis resté parce que je voulais construire. Je n'ai pas vu que je construisais pour un diable. » Bien que le ton soit calme, réfléchi et empreint de regret, même dans ses remords, Speer édite son récit. Il supprime les ordres qu'il a signés, les réunions auxquelles il a assisté et les photographies le montrant debout au bord des fosses communes. Il a façonné sa propre histoire, tout comme l'un de ses plans de construction.
En 1966, Speer a terminé sa peine et il est sorti librement des portes de Spandau, mince et les cheveux gris, ne portant qu'une valise et des centaines de pages de notes. Dehors, il a été assailli par les journalistes, les flashs crépitants, l'un d'eux criant « Monsieur Speer, vous sentez-vous toujours coupable ?» Il répond alors doucement « Comment quelqu'un pourrait-il ne pas l'être ?» Du jour au lendemain, il est devenu une sensation. Son premier livre, À l'intérieur du Troisième Reich, a été publié en 1969. Il ressemble à une confession. Intelligent, émouvant et presque poétique, Albert Speer se présente comme le technocrate loyal qui est tombé sous le charme d'Hitler et qui a ensuite reconnu la vérité. Mais bien trop tard, les lecteurs étaient captivés, et pour beaucoup, c'est la première fois qu'un haut dignitaire nazi parle comme un être humain plutôt que comme un fanatique. Les animateurs de télévision l'invitaient à l'antenne et les journalistes le décrivaient comme, je cite, « le seul homme décent parmi eux ». Il apparaissait dans des documentaires, élégant et articulé, mettant en garde la prochaine génération contre, je cite, « les dangers de l'obéissance aveugle pour un monde épuisé par les monstres ». La courtoisie de Speer était rassurante. Il est devenu un symbole prouvant que la rédemption était possible. Pendant 20 ans, Albert Speer a vendu un récit que le monde voulait croire, à savoir qu'une telle chose pouvait exister. En tant que bon nazi, il s'est présenté comme un homme qui a servi Hitler mais qui ne partageait pas sa haine. Un homme qui faisait partie du mal mais qui, d'une certaine manière, s'en tenait à l'écart. Mais une rédemption fondée sur des mensonges ne peut tout simplement pas durer. Dans les années 1970-1980, des historiens ont exploré les archives et trouvé des procès-verbaux, notes de service et lettres jamais évoquées par Speer. Il trouvant sa signature sur des demandes de budget de main-d'œuvre de camps de concentration pour des filtres à masques, à gaz fournis à Auschwitz et sur des ordres de construction d'usines gérés par la SS. Dans une note de service de 1943, Speer écrit que davantage de travailleurs doivent être, je cite, obtenus des camps. Dans une autre, il parle de sa visite à Mauthausen, l'un des camps les plus meurtriers d'Autriche. L'image du technocrate innocent commençait à s'effondrer. Même ses journaux de prison montrent des signes de calcul. Les chercheurs découvrent qu'il les a modifiés après coup, supprimant des pages qui le reliaient directement au programme de travail forcé. Ce qu'il appelait l'honnêteté était en réalité de l'autoconstruction, le projet final d'un architecte qui ne pouvait pas s'empêcher de bâtir, même lorsque la structure, c'était lui-même. Le 1er septembre 1981, alors qu'il se trouvait à Londres pour une interview télévisée, Albert Speer s'est éteint paisiblement dans sa chambre d'hôtel à l'âge de 67 ans. Il n'y eut ni procès, ni confession, ni jugement, seulement un corps emporté sous un drap, accompagné d'une pile de manuscrits qu'il laissa derrière lui. Dans les années qui suivirent, les historiens s'efforcèrent de reconstituer la vérité. Speer était au courant de l'Holocauste. Même s'il n'en connaissait peut-être pas tous les détails, il en savait certainement assez. Il avait assisté à la conférence de Posen où Himmler avait ouvertement parlé, je cite, de l'extermination des Juifs, et il avait visité les camps qui approvisionnaient son ministère. Au final, l'idée du bon nazi était un mythe. Il n'y avait qu'un homme intelligent qui comprenait ce que les gens voulaient entendre. La vie de Speer offre une leçon dérangeante. Les grands crimes ne nécessitent pas toujours de grands monstres. Ils peuvent être commis par des personnes intelligentes, disciplinées et normales. Speer illustrait ce que les psychologues appelleraient plus tard la banalité du mal. Il ne nourrissait pas de haine. Il obéissait simplement, il n'a pas commis de meurtre lui-même, mais il l'a rendu possible, et ce faisant, il a permis le meurtre de masse. Speer a fait tous les efforts pour ne pas paraître comme un monstre en surface, mais néanmoins, un monstre subsistait toujours en dessous, portant la peau d'un bon nazi,